Donc, ce que je vous propose pour cette soirée, c'est de peut-être commencer par, avec Laurent, échanger un peu sur son parcours, sur ses premières années. Hein. Laurent est quelqu'un qu'on collectionne depuis déjà un petit moment. 2008, je pense. Je pense qu'on a dû acheter tes premiers tableaux en 2008, oui, c'est ouais. ça. Un peu après ta première exposition personnelle en galerie. Mais j'aimerais bien qu'on rebalaye un peu avec lui son parcours, en fait, voilà. Jusqu'à ce tableau, pour le coup, qui lui date de 2013, et sur lequel on va s'arrêter un peu plus en détail, parce que je crois que c'est effectivement un tableau important dans le parcours de Laurent. Et puis ensuite, de manière assez chronologique, après ce tableau, c'est-à-dire finalement ces presque 10 dernières années, je remercie particulièrement Laurent d'être venu jusqu'à nous, puisque il a entamé depuis septembre un séjour d'1 an à Madrid, à la Casa Velasquez. Donc il est venu pas uniquement au Palais sur Vienne. Je pense que tu es venu aussi à Paris à cause de la foire et tout ça. Non, seulement pour nous. J'ai du travail à l'atelier, donc du coup je suis que venu. Non, mais vraiment, je repars vendredi à Madrid. Ouais. Bon, voilà, alors donc on apprécie d'autant plus et merci d'être là pour participer à cet échange. Donc pour commencer, on commence par le début, quoi. Finalement, quand est-ce que tu as décidé de faire une école d'art, par exemple? Alors, est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Donc du coup, d'abord une vérité, c'est que j'étais pas hyper bon à l'école, il faut le dire aussi. Et donc du coup, la peinture et le dessin, c'est ce que j'ai toujours su le mieux faire. Et voilà, non mais tout bêtement, je sais pas, peut-être que j'ai fait les beaux-arts parce que j'aurais pas pu faire autre chose. Mais après ça, plus sérieusement, il y a aussi le fait que quand on a la possibilité de faire une école comme ça, quand on arrive devant l'espèce de Rubik's Cube de la société, l'école d'art, dans son côté un peu délirant, semble être une des choses pour moi les plus raisonnables à faire, enfin à mon niveau. Et je crois que j'avais aussi toujours envie de faire, depuis toujours, j'avais eu envie de faire de la peinture. Souvent dans les écoles d'art contemporain, enfin dans les écoles actuelles, quoi, on peut passer par plein de pratiques, on peut faire de la sculpture, on peut faire de la photographie. La photographie, ça a de l'importance pour moi, ceci dit, mais on en parlera ensuite. Ou de la performance, tout un tas de choses. Et moi, j'ai quasiment toujours fait de la peinture. Enfin, je voulais faire ça. Voilà, et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était comme une évidence. Et tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu t'intéressais, adolescent, à Gustave Moreau. C'était ton peintre préféré. Ouais. Voilà, ça, c'est vrai que c'est important aussi moi, je t'imagine, du coup, ado, avec Gustave Moreau. C'est vrai que c'est des tableaux assez complexes, avec des chimères, avec des tas de visions, des choses, assez... Quelque chose de l'ordre de la tâche aussi. Oui. Alors, Gustave Moreau, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce peintre symboliste fin 19e siècle. On pourrait dire c'est ce qu'il y a de moins politique a priori, quoi. C'est l'univers de chimères et de rêve. Oui. Mais par contre, c'est quelqu'un qui avait un rapport très, on pourrait dire très direct et très gestuel à la peinture. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui arrive après Courbet. Et Courbet a été très important pour moi, mais plus tard aux Beaux-Arts. Et c'est quelqu'un qui commence à avoir un rapport extrêmement matiériste en fait à la surface picturale, beaucoup moins descriptif. Par exemple, c'est pas du tout la parenté de la famille ingresque, tout ça, de Ingres. Et donc du coup, Gustave Moreau fabriquait, donc c'est aussi un peu un goût adolescent à l'époque, mais fabriquait un monde à partir de tâches qui sertissaient, qui rehaussaient, qui construisaient. Et je pense que j'étais très fasciné dans mes 15-16 ans, quoi, par cet univers de peinture qui était à la fois chaotique et en même temps extrêmement précieux. Et avec beaucoup de questions d'architecture aussi dans sa peinture. Et aussi j'avais eu l'occasion, parce que je suis parisien, d'aller au musée Gustave Moreau, qui est en fait son atelier. Et donc du coup c'est assez rigolo, on est dans le quartier de Saint-Lazare, et il y a une espèce de maison, petite maison bourgeoise, avec un escalier en colimaçon, en fer forgé, et toutes ces peintures qui sont presque dans l'état, comme s'ils les avaient abandonnées 2 jours avant. Quoi. On a l'impression qu'on est vraiment, qu'il va revenir le jour suivant, les finir, quoi.
Donc pour apprendre à peindre, à dessiner, etc., tu décides de faire une école d'art et finalement, toi tu es parisien, pourquoi tu décides d'aller à Lyon? Alors en fait, moi j'ai commencé aux Beaux-Arts de Paris. Tu as commencé aux Arts de Paris? J'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts de Paris. Oui. Et l'école m'a pas du tout plu. En fait, je trouvais ça... je trouvais pas ta place, quoi. Ouais, pas ma place. C'était très snob. Enfin, c'était quand même un truc incroyable, quoi. Et je pense aussi que j'avais envie Enfin, c'est une école, il y avait beaucoup de peinture, en fait, les Beaux-Arts de Paris, et beaucoup de familles de peintres, et j'avais un petit peu envie de sortir de ça. Et par ailleurs, j'avais un de mes meilleurs amis, Simon Bergala, qui est aussi dans les collections du FRAC, qui commençait ses études à Lyon, et les Beaux-Arts de Lyon, ça m'est apparu comme une école, je dirais, plus contemporaine, plus avec des questions autour de plus conceptuelles, plus de performance, tout ça. Et du coup, pour moi, qui ne voulais faire que de la peinture, ça m'intéressait de me confronter à d'autres pratiques, mais pas pour les faire, mais pour faire exister la peinture en face. Et pour informer ma peinture d'autres champs de discipline. Et donc, je pense aussi que le fait de partir des Beaux-Arts de Paris, c'était aussi faire exister ma pratique un peu en dehors du champ de la peinture. Oui, c'est ce qui est quand même assez étonnant, parce que le schéma habituel dans la formation des artistes, ça existe encore aujourd'hui, c'est d'aller aux Beaux-Arts de Paris. Enfin, c'est de commencer en province, comme disent les Parisiens, mais de finir et d'aller aux Beaux-Arts de Paris, parce que c'est très coté, enfin, etc., etc. Donc c'est curieux quand même que toi tu fasses le chemin inverse, c'est-à-dire que tu commences 2 années à Paris, puis tu quittes Paris pour finalement aller à Lyon. Et là, donc, du coup, à Lyon, je crois que tu as été très marqué par l'enseignement d'Yves Bélorgé. Yves Bélorgé, ouais. Voilà. Ouais, Yves Bélorgé, donc, d'ailleurs, il n'est pas lyonnais au départ, il est d'où, tu te rappelles? Il est de Sens. Il est de Sens. Ouais, ouais. C'est assez beau. Il est né à Sens. C'est assez drôle, c'est un bel jeu de mots. Voilà. Yves Bélorgé, ça a donc été mon professeur à Lyon, et je dois beaucoup. Enfin, ça a été une formation très marquante pour moi. Et Yves Bélorgé, c'est quelqu'un qui construit une peinture qui représente des grands ensembles des années 70, du logement, en gros des années 60 aux années 80, je dirais, toute cette architecture collective de logements sociaux, et aussi ce que Le Corbusier appelait des machines à habiter. C'est-à-dire qu'il y avait cette dimension machinique et cette dimension en même temps de lieu de vie, d'habitat, de lieux dans lesquels il y a des gens, cadre de vie, quoi. Et donc je pense que le rapport qu'il y a dans le travail de Yves Bélorgé entre ces grandes architectures très oppressives, très machiniques, très dominatrices, surtout au début de son travail, parce que ça évolue ensuite, et la question de l'échelle du corps humain par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et je pense que c'est un point de départ qui reste encore valable, parce que même dans le travail le plus récent, il y a toujours cette question du conflit entre le corps et l'espace, en fait. Et donc, c'est aussi un élément intéressant de se dire que Yves Bélorgé est aussi quelqu'un qui enseignait la peinture à l'époque aux Beaux-Arts de Lyon, mais qui lui-même n'a jamais appris la peinture dans une école d'art. Il a dû faire 3 semaines de Beaux-Arts ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il est allé à l'université. Et en fait, il a appris à peindre en fréquentant plutôt les ateliers des peintres. À Marseille, en Allemagne, enfin dans pas mal d'endroits. Et il a appris plutôt sur le tas, refusant finalement d'apprendre la peinture dans une école d'art. Donc toi, tu vas là-bas, mais tu savais qu'il peignait là-bas, j'imagine? Non, tu ne savais pas. Donc c'était la surprise. Pur hasard. Pur hasard. Et en fait, Bélorgé, c'est aussi quelqu'un qui travaille à partir d'images photographiques. C'est-à-dire, il se déplace, il va sur site, visiter ces grands immeubles sur lesquels il jette son dévolu, et puis il va s'y confronter physiquement avec son appareil photo, et il va prendre plein de clichés, et il va revenir dans son atelier, il va réassembler ces clichés, faire tout un montage, à partir duquel il va faire le tableau. Donc, en construisant son tableau comme ça, au fond, il essaie aussi de garder trace de cette confrontation physique à l'architecture, même si elle est fragmentée, même si elle n'est pas homogène, même si il y a beaucoup de déformations dans ces tableaux, il y a des lignes de fuite assez incroyables. Enfin, donc on a 2 tableaux de Bélorgé dans la collection. C'est des tableaux vraiment, vraiment importants. Donc 3 ans à Lyon, c'est ça à peu près, hein?
3 ans à Lyon, et après, tu continues, tu vas faire ce qu'on appelle un post-diplôme, donc une sorte de 6e année à Hambourg. Ouais. Pourquoi tu choisis Hambourg? Déjà, je suis d'une génération où la peinture allemande était très très forte. Enfin, en tout cas, tous les grands artistes étaient, c'est vrai pour nous, des artistes allemands. Que ce soit Beckmann, que ce soit Kippenberger, même Baselitz, c'était comme ça des figures très frappantes pour ma génération. Et puis il y avait aussi l'idée d'une histoire un peu en train de se faire en Allemagne, parce que c'était quand même pas tant d'années que ça après la réunification. Oui. C'est un souvenir d'enfance. Aussi le rapport entre Est et Ouest, toute cette question-là. Et puis bon, c'est les voisins aussi. J'ai envie d'aller voir à quoi ressemblent les voisins. Et donc du coup, en Hambourg, il y avait la possibilité d'y candidater parce qu'on connaissait quelqu'un qui connaissait Werner Büttner, Oui. qui était par ailleurs, qui est aussi dans les collections. Qui est aussi dans les Excellente collections. collection du FRAC. Il y a des connexions dans les collections. Et en fait, Werner Büttner était un compagnon de route de Kippenberger. Kippenberger, Hollen et Büttner. Ils étaient deux, il y avait Les frères Hollen, voilà, c'est ça. Ouais. Sont un petit groupe de Hambourg des années 80 qui a un peu révolutionné la peinture dans un sens aussi un peu punk, en amenant quelque chose de très ironique, de très sarcastique, un rapport au mal fait, mais en même temps très, très, très sophistiqué, et une espèce de position qui était comme ça très agressive en peinture. Et donc du coup le fait de savoir pour le coup que Werner Büttner enseignait là-bas, ça m'intéressait aussi de me confronter à ça, quoi, et de voir ce que moi, ma peinture de petit français pouvait raconter par rapport à ça, quoi. Et je refais là encore un tout petit insert. Comme Bélorger, Büttner est quelqu'un qui n'a jamais appris la peinture dans une école d'art, mais qui a fait une université où il a appris le droit. Donc c'est quelqu'un qui fait de la peinture, des collages, mais qui écrit aussi beaucoup de textes, etc., qui est très exigeant, qui est très enfin, je crois qu'il a la réputation d'être assez dur avec ses élèves. Enfin, il est très, très, très exigeant. Pas beaucoup d'élèves peuvent venir assister à son atelier, enfin, etc. Et puis ensuite, donc, une fois que tu as fait cette année-là, une année, tu vas, si je me rappelle bien, à Berlin, où tu restes un petit moment, où tu as un atelier, tu commences à travailler, etc. Mais assez vite, tu vas quand même revenir à Paris. Et là, on va effectivement commencer à voir ton travail lors de ta première expo personnelle chez Semioz. Donc ça devait être en 2005. Ah, 2008. 2009. 2008, voilà, 2008. Et du coup, moi, je vois ces tableaux, et c'est les deux que je vais vous faire circuler. Donc, on va dire que ça, c'est les premiers tableaux présentés lors de sa première exposition personnelle à Paris, à la galerie Semioz. Et donc, 2 de ces tableaux vont entrer dans les collections. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce qui apparaît d'un peu nouveau dans ton exposition, c'est le fait de présenter des lieux de travail. C'est de voir effectivement des peintures faites à partir de documents photographiques, ce qu'on suppose, voilà, mais qui montrent finalement des lieux de travail, des usines, des taxiphones, des endroits qu'a priori on n'est pas forcément censé voir, ou en tout cas qu'on voit très très peu comme sujet de peinture. Et c'est ça qui est assez marquant à l'époque. En tout cas, oui, et c'est sûr que moi, comme je vous disais, j'avais été très marqué par Yves Bélorger et la question de la machine à habiter. Mais je m'étais dit, ça reste encore l'espace public, ça reste encore des lieux qui sont visibles de l'extérieur. Et j'avais une fascination de peintre aussi pour qu'est-ce qui se passe, j'irais presque dans les endroits où on produit le monde. C'est-à-dire toutes les voitures, les verres, les huisseries des fenêtres, tout ça est produit quelque part, et donc c'est à l'usine. Et je m'étais dit aussi que, comme façon, je pense au départ très simplement, d'aller plus loin, et d'aller aussi vers un lieu, ça c'est tout un enjeu dans mon travail, mais c'est-à-dire que produire une peinture, c'est fabriquer un objet, mais c'est fabriquer un objet, pour le coup, si on rapprochait quelque chose, ce serait plutôt quelque chose d'artisanal,
Puis voilà, d'artistique aussi. On produit artistiquement une peinture, mais on la fabrique quand même vraiment manuellement. C'est une activité manuelle. D'ailleurs, la peinture, avant la Renaissance, elle est classée dans les activités mécaniques, comme la boulangerie, comme je sais pas, tout un tas de métiers. Et puis il y a eu toute une histoire qui a amené ça vers la peinture et causa mentale, comme disait Léonard de Vinci, vers une chose très intellectuelle, mais ça reste un métier de la main. Et j'avais envie, ou j'avais un désir de confronter voilà, la peinture dans tout ce parcours-là à la production industrielle qui est a priori ce qu'on peut imaginer de plus opposé à l'univers voilà, du peintre. Et en même temps, c'est le lieu de tout un tas de formes qui sont fascinantes, quoi, de matières plastiques, de bois, de métal. Et puis c'est des lieux qui sont connus que par ceux qui les pratiquent, si j'ose dire. Ouais. Enfin, c'est-à-dire les gens qui y travaillent, en fait. Hein, voilà, quoi. Donc finalement, avec ces peintures, on avait accès à un univers, finalement, qui était qu'on pouvait peut-être imaginer, mais que toi, tu as mis en image, en quelque sorte. Et donc... les deux reproductions circulent, donc elles sont vraiment de qualité très moyenne, mais donc l'une des deux, c'est un très grand format, c'est un grand diptyque qui s'appelle Poste de travail et graffiti, et ça c'est quand même très très troublant parce que il y a effectivement d'un côté la partie gauche du diptyque, une représentation d'un espace de travail avec différents niveaux, différents matériaux, des lumières, des grilles, enfin etc. Et puis la partie droite du diptyque, finalement on a l'impression que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, mais presque un trompe-l'œil, c'est-à-dire une planche de bois, enfin une peinture qui montre une planche de bois, un établi en fait, sur lequel il y a des graffitis. Donc on a vraiment deux manières de voir très différentes, comme ça, qui sont mises l'une à l'autre, enfin, aboutées presque comme ça, quoi, juxtaposées. Et puis finalement, on change de plan en même temps. Donc, enfin, comment dire, le spectateur, il fait aussi une gymnastique visuelle et intellectuelle devant un objet comme ça. C'est pas un objet simple. Au fond. Il y a deux façons de le voir, une peut-être pour l'œil gauche, une autre pour l'œil droit, que sais-je. Vous remarquerez, enfin, on le voit mal sur l'image, que la répartition du diptyque n'est pas moitié-moitié, mais c'est plutôt 2 tiers, 1 tiers, grosso modo, et que le 2 tiers de la représentation, on va dire, réaliste, comme ça, il occupe un tableau, et l'autre partie, qui est un peu plus petite, en occupe un deuxième. Donc c'est aussi parfaitement prémédité et ajusté, cette affaire. Alors que, finalement, on a l'impression que si tu es allé jusqu'au graffiti, il y a presque quelque chose d'un peu spontané, etc., qui émerge. Or, en fait, pas. Tout ça est très prémédité, si j'ose dire. Ouais. Les graffitis sont reproduits. Alors, mais je pense qu'on le sent quand on voit la peinture. C'est-à-dire qu'on voit que la surface de bois, il y a des dessins dessus. Mais on voit en même temps que ces dessins-là, c'est pas quelque chose d'expressif au sens d'un geste spontané, comme si j'avais fait d'un coup des graffitis sur ma peinture. Et donc ça a une raison, c'est que en fait les graffitis sont issus d'une photographie d'une planche de bois qui était sur une machine-outil et où il y avait plein de dessins. Donc j'avais fait la photographie discrètement quand je visitais l'usine. Et en fait, c'était des dessins qui étaient faits par des ouvriers et des ouvriers en intérim. Et on fait plein de dessins, dont des blagues, voilà, des choses, des dessins qui se stratifiaient comme un palimpseste, quoi. Et donc du coup, voilà, j'avais mes documents ensuite quand j'étais revenu à l'atelier. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je ne veux pas représenter de corps, je veux laisser l'espace brut, mais comment représenter le fait qu'il y a des gens qui travaillent à cet endroit-là? Et du coup, le fait de mettre cette planche horizontale à la verticale, dans un tableau qui, faisant 2 mètres 10, c'est l'échelle à peu près d'un corps, ça fonctionnait comme une figure en pied. Dans ma tête, c'était comme une figure en pied. Vous voyez, comme, je sais pas, vous imaginez Louis XIV avec ses barres, il fait à peu près votre taille, il est face à vous, il est dans le tableau, c'est une figure en pied. Et là, je me dis, cette planche de bois, c'est une figure en pied, mais en même temps, c'est des dessins de plusieurs personnes. Donc, c'est une figure en pied collective, quelque part. Et comme l'usine, c'est le lieu des mains, c'est aussi des dessins faits à la main. Et donc, du coup, c'était quelque part comme
représentation à travers une stratification de gestes du collectif de travail. Et puis donc l'autre qui circule, qui s'appelle Bureau, et qui lui est plus lié à une autre série qui a entamé à peu près à cette époque-là, qui était une série de tableaux où tu montrais des choses que les archéologues d'aujourd'hui connaissent plus, les taxiphones. Vous imaginez? Enfin, ça vous rappelle quelque chose, les taxiphones? C'est un truc, enfin les enfants savent pas ce que c'est, alors qu'en réalité c'est pas si vieux, ça a moins de 10 ans. Hein. Taxiphone, donc des endroits où finalement on pouvait trouver d'anciennes cabines téléphoniques, vitrées, etc., dans lesquelles on pouvait aller téléphoner, moins cher en général, à l'étranger, enfin voilà. Et puis maintenant tout ça a disparu, puisque chacun a son petit téléphone, ses tablettes, sauf moi. Mais voilà. Et du coup, moi j'ai pas, non. Et du coup, le seul homme libre. Peut-être, mais c'est difficile des fois. Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, tu expliquais tout à l'heure que ce bureau précisément, qui est aussi parfaitement composé, très précisément organisé, l'écran d'ordinateur, le support en bois tout à fait frontal, enfin, on voit bien que tout ça est parfaitement organisé et composé, bah, c'est en fait le seuil entre l'extérieur, enfin, la ville, et l'intérieur de cet ensemble de cabines téléphoniques. Donc vraiment, cette espèce d'interface, si l'on veut, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin, et je trouve qu'il est aussi extrêmement troublant, ce tableau, pour ça. Alors, qui circule maintenant, il y a aussi quelques dessins qui ont été acquis, je pense, deux ans après, je crois, quelque chose comme ça. C'est en gros partie de la même série. Voilà, qui ont été faits la même année, donc pour le compte de l'Artothèque. Et là, j'aimerais bien que tu dises un petit mot ou deux de cette technique de graphique sur papier pour les dessins, parce que finalement, on voit bien que c'est un travail aussi assez particulier qui va être aussi pas mal utile par la suite. Ouais. Les dessins que vous voyez peuvent peut-être être un peu comme ça, un peu compréhensibles. C'est des détails de vitrines de taxiphones. Vous voyez tout simplement, taxiphones, c'est des magasins avec des cabines téléphoniques, et donc il y avait souvent, ou il y a encore des taxiphones, mais des cartes de téléphone, des publicités un peu simples, quoi. Enfin, genre je me rappelle, il y en avait une, c'était un bonhomme avec une tête de planète Terre, et là sur la veste, des impressions de téléphone à l'infini. Et donc, c'est aussi des lieux qui s'adressent plutôt aux immigrés, parce qu'il s'agit d'appeler à l'extérieur. Pour moi, ça parle aussi de l'atomisation du travail. Mais on revient sur les dessins. Donc, la technique de graphite, l'atomisation du travail, je veux dire, du travail en dehors de l'usine. Mais donc, les dessins à la graphite, c'est en gros, c'est de la poudre de crayon papier, la graphite. Moi je l'applique avec du coton, et en fait ça permet de faire des masses noires très 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 intenses, et donc du coup en travaillant avec des pochoirs on peut construire un dessin par masse. C'est hyper intéressant parce que c'est proche de la peinture tout en étant le négatif de la peinture. Comment être clair par rapport à ça? Non, mais ça l'est, parce que... Et puis il y a des parties colorées du coup aussi. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que du coup, mais comme à la bombe, vous faites une surface sombre, et vous allez avoir une jonction blanche entre deux masses, et là, ça permet de dessiner, par exemple, à l'intérieur. Et moi, je sais, ça permet d'ailleurs, plus tard, de parler de cette peinture-là, et ça m'a toujours intéressé de dessiner à l'intérieur des formes, en fait. Et donc, du coup, dans les dessins de vitrines de taxiphones, il y a l'espace du magasin qui est dans la pénombre, qu'on voit par transparence, et ensuite toutes les cartes de téléphone qui sont dessus, ou les affiches publicitaires. Et là, il y a une sorte de composition abstraite qui renvoie à la publicité, qui est comme un dessin dans le dessin. Ça aussi, c'est un truc d'ailleurs qui a à voir avec Gustave Moreau, et cette chose-là. Et avec des Chirico, et avec des Chirico, et oui. Donc le temps passe, et puis le nôtre aussi. Donc là, on arrive en 2013, et c'est l'année du roman. Donc ce tableau, troisième tableau qu'on a acquis, alors je crois qu'il a été acquis l'année, oui, en 2013. Voilà, et c'est vraiment... moi, je me rappelle avoir vu l'exposition aussi où ce tableau était présenté, et au fond de moi, je me suis dit, là, il y a quelque chose de vraiment nouveau, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la recherche, il y a des choses nouvelles qui sont apparues, et notamment donc, cette question de la fabrication des images, qui est là un peu traitée d'une manière allégorique presque, donc, est-ce que tu peux nous parler de ce tableau qui est quand même dans cet ensemble fait à peu près dans ces années-là, peut-être
le plus élaboré, le plus... Ouais. Je crois. Oui, oui. Et en fait, comme je vous ai dit, il y avait cette question, vous vous rappelez du type de 2008 avec la représentation naturaliste voilà, du poste de travail, réaliste, et la surface de graffiti. Ensuite, après ça, il y a eu plusieurs années où j'ai, aussi parce que je suis peintre et pour apprendre à bosser, où j'ai vraiment travaillé la dimension réaliste de la peinture, la dimension de représentation figurative, ouais, vraiment réaliste de comment on représente un espace en peinture. Et en essayant de fonctionner par série. Et toutes ces représentations, elles étaient appuyées à la photographie. C'est-à-dire qu'en gros, j'allais dans des lieux, usines, taxiphones, je sais pas, il y a eu plein de trucs. Et voilà, et je faisais une photographie. Ensuite, je faisais une peinture à partir de la photographie. Donc, il faut imaginer dans l'atelier, il y avait plein de photos, il y avait des tableaux en train de se faire et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, aussi parce qu'on fait parfois un peu rien à l'atelier, ça m'était arrivé de dessiner sur ces images, exactement comme quand on est ado, on dessine dans la marge de son livre de sciences, de son cahier, etc. Et je m'étais amusé à dessiner à l'intérieur du tapis d'une rotative une sorte de scène de bataille médiévale. Donc voilà, j'avais ce document dans lequel j'avais dessiné, et ensuite je l'avais un peu oublié et laissé de côté. Et à un moment dans mon travail, j'en ai eu marre, il faut le dire, de représenter en peinture des photographies. Et donc je me suis mis à découper les images, à les travailler, à un peu les violenter. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai retrouvé ce document qui était un mélange de dessin et de photographie. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'intéresse parce que comment parler des conflits et comment amener de la narration à l'usine, ça peut être par métaphore, ça peut être par image, ça peut être en utilisant des choses symboliques. Et donc du coup je m'étais dit, par exemple, il y a une phrase aussi qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui est une phrase de Brecht, qui dit la meilleure photographie des usines Krupp ne dit rien des rapports sociaux et des institutions dans cette usine Krupp. Et je crois qu'il ajoute même, c'est comme si la réalité avait glissé dans sa fonction. Et c'est une phrase qui m'avait vachement marqué, parce que ça disait quelque part qu'une photographie d'usine dit toujours la même chose. Elle dit l'usine, tout ce qu'on en sait, mais elle dit aussi simplement la surface des objets et le côté aussi parfait quand même de ces espaces-là, très fascinant, de la fascination aussi, mais elle ne dit pas réellement ce qui se passe à l'intérieur. Et donc du coup, donc c'est une tentative, hein, je dis pas que, mais c'est pour ça que c'est une peinture charnière en tout cas, c'est que le fait de mettre une espèce de bataille médiévale à l'intérieur, un peu comme la tapisserie de Bayeux ou quelque chose comme ça, c'était aussi une façon métaphoriquement de dire il y a peut-être la guerre à l'intérieur de cette machine. Et cette machine contient peut-être voilà, une sorte de bataille. Et du coup, je pense que je m'étais aussi amusé, parce que ça prend une dimension presque un peu fantastique. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme si de la machine tombait comme une espèce de corne d'abondance, des sortes de guerriers médiévaux, et les grèves ont un côté comme ça aussi. Parfois, c'est des batailles entre l'État et les syndicats qui sont merveilleuses. Et donc, il y avait cette idée-là. Et ensuite, à partir de là, dans cette peinture, donc ce que j'essaie de dire, c'est que je casse aussi la photographie, la domination de la photographie. Il y a toute cette bataille qui arrive. Il faudrait aussi parler du prisme que j'ai fait au tout début du tableau. Et donc le prisme, déjà cette bande, on a toutes les couleurs, avec un peu de fluo dedans, donc c'est aussi un peu des couleurs magiques. En fait, c'était l'idée d'avoir quasiment toutes les couleurs du spectre. Donc de ce qu'on va voir au milieu du tableau, comme si d'abord il y avait l'idée que c'est le spectre lumineux, et ensuite il y a la machine qui arrive par-dessus, donc la description réaliste, toujours cette affaire-là, et ensuite il y a la bataille médiévale, et là c'est un peu le délire, enfin c'est un peu la guerre qui
la narration en fait qui arrive. Mais c'est ça qui est assez étonnant au fond. Parce que Ça fait un montage. Ça fait un montage, parce qu'il y a pas mal de niveaux de lecture dans ce tableau. Enfin, c'est assez complexe en réalité, parce que bon, effectivement, il y a la machine, peinte de manière photoréaliste plus ou moins, enfin, bon, avec des tons bien choisis, des verbes marqués, etc. Ce filtre, enfin, ce repère visuel au centre, là, comme ça, parce que du coup, ça fait presque penser à un test d'ophtalmo, quoi. Ouais, Enfin, chacun devant ce tableau va trouver le bon endroit et va voir si ses yeux fonctionnent, quoi. Si le rouge est bien rouge, si le jaune est bien jaune, enfin bon, voilà. Il y a effectivement la construction de cette imprimé qui sort de la machine et qui là visiblement a été travaillé par report aussi, puisque il y a encore les lignes de construction, enfin, donc tout ça est quand même fluide mais très bien structuré, très bien organisé. Il y a encore cette bande tout en haut avec une héraldie, avec des espèces de blasons de et voilà. Et là, aussi bon, comme une je sais parce qu'il y a une sorte de ville verte derrière, oui, qui est un peu comme une ville infinie, très simple, un peu à la Philippe Guston, quoi. un petit peu, un schéma de ville, un peu. Un schéma de ville, voilà. Oui. Mais encore aussi quelque chose d'une grande cité ouvrière, mais dans une représentation presque un peu naïve. Et dessus des blasons, on voit le blason de Détroit, oui, celui de Pantin, où j'ai mon atelier, celui de Compiègne. Et pourquoi celui de Compiègne? J'ai jamais su. Ah ouais, d'accord. Non, mais si, parce que j'ai été à parce que là, Compiègne. c'est là qu'est née Wonder Woman. C'est ça. Je crois que j'avais été à Compiègne et j'avais bien aimé le blason. Oui. Et il y avait une espèce d'idée, parce que c'est aussi les collages. Hein, mais ça, par contre, j'y étais attentif. C'est-à-dire que, comme c'était des bouts de papier que j'assemblais, il y avait aussi l'idée de conserver des choses pas trop réfléchies. Oui, c'est ça. Et je pense que je devais bien aimer le blason et je devais bien aimer aussi l'idée de faire une sorte de comme mon blason, quoi. Donc, oui, des choses que j'aime bien et des choses. Celui de Pantin, il est réellement inventé aussi ou... Non, celui de Pantin existe. Il existe. Et celui de Détroit est faux parce qu'en fait, c'est pas ça le blason de Détroit. Mais par contre, ça, c'est la roue avec des ailes. Je crois, il me semble que c'est l'UAW, le syndicat de l'industrie automobile américain. D'accord. Mais je crois qu'il y a aussi une équipe de hockey qui a ce même... Donc c'est un peu cet univers-là, quoi, des sigles. Donc il y a tous ces niveaux. Hein, comme ça, tu parlais de palimpseste tout à l'heure. Bon, ben là, c'est un vrai palimpseste. Enfin, pour le coup, c'est un palimpseste qui n'en finit pas. Mais surtout, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore fini, puisque tout autour, il y a des traces. On a le sentiment que finalement, ce tableau, c'est aussi quelque chose qui serait comme l'illustration d'un livre. L'image serait mise en page, serait quelquefois découpée dans ses angles, enfin voilà. Et pour finir avec tout ça, il y a en plus quelque chose de rajouté dans la partie basse, grille de mots croisés, on va y revenir, mais qui fait un peu penser à ce qu'on appelle dans le jargon une sorte de cartouche. Ce qu'on est à côté d'un tableau, c'est un cartel, et quand c'est dans le tableau, c'est un cartouche. Et donc là, on a des renseignements techniques en général, enfin, on a le titre, on a des choses comme ça. Ça vient presque remplacer ça. Et puis, ces traces noires, où finalement, on se dit, certes, la machine elle a peut-être bavé un peu, il y a peut-être l'encre était peut-être un peu trop fraîche, que sais-je. Et puis, du coup, parce que tu nous y as un peu habitué, on repense à poste de travail et graffiti, c'est-à-dire quelque chose qui est en surface, la tâche, le frottement, etc. Donc, cette grille de mots croisés, c'est quelque chose que tu as trouvé près de ton atelier à Pantin. Ouais, c'est ça, dans un petit journal gratuit, vous voyez, tous ces journaux qu'on distribue comme ça dans la rue, quoi, qui sont bourrés de publicité et bourrés de propagande, hein, quand même souvent. Et en fait, je le feuillette et je tombe sur les résultats des mots croisés du lendemain, pas de la veille. Non, ça serait... Avec le noto, ça serait bien aussi. J'espère que je ne me perds pas trop parce que j'ai une pensée aussi désordonnée que le tableau. Mais donc voilà, donc les résultats. Et d'un coup, je vois des mots absolument terribles. Guillotine, état fou. Mécano, c'est moins. Mécano, ça va encore. Vainqueur aussi. Vainqueur, oui, dubitativement. En tout cas, je vois émerger quand même des mots qui contiennent une certaine violence, densité et tout ça. Et moi, je suis en train de faire ma scène de bataille médiévale. Et d'un coup, j'ai vu cette grille, en fait.
Et je me dis, c'est un peu la peinture que je suis en train de faire, en réalité. C'est-à-dire une sorte d'assemblage de mots dans une grille, comme il y a un assemblage de couleurs et de presque de merveilleux, de lanternes magiques à l'intérieur d'une usine, qui est un truc de grille, un truc fonctionnel, comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais la mettre en bas. Et après ça, quand j'ai fait, parce que je travaillais souvent à partir de collage au début, j'avais ces traces, je pense que ça devait être effectivement de l'impression numérique qu'avait bavé. Et du coup, j'ai eu l'idée de mettre la grille par-dessus ces choses qui bavent, et un peu comme si ça rejouait le tableau en froid, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est chaud, c'est de l'ordre de l'univers de la lanterne magique, du merveilleux, voilà, l'espace de la machine. Parce que les machines, c'est aussi un peu des tours de magie, quoi. Il y a un côté magicien dans la machine. Et donc, voilà. Et là, d'un coup, c'est une version extrêmement austère, avec une grille de langage et des taches, mais ces taches noires sont comme les taches de couleur. Et c'est-à-dire que aussi, c'est toujours un peu la même dialectique dans le travail. C'est l'espace voilà, géométrique, l'espace construit de l'usine ou de la ville ou de l'architecture en fait, et la tâche qui est toujours du côté du corps, de l'expression, du sujet, voilà. Et donc du coup, quelque part, pour moi, ce que j'essaie de dire, c'est que cette espèce de phrase qui serait faite de tâches, c'est quelque chose qui renverrait au corps, en fait, à l'humain. Et cette espèce de grille avec des injonctions et des mots terrifiants dessus serait un peu comme une espèce de société qui écraserait comme un coup de tampon l'individu. Voilà. Donc c'est copieux quand même pour le coup, hein, toute cette énergie, toutes ces énergies qui sont contenues dans le tableau, mais qui sont aussi mises en scène en réalité. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est parfaitement organisé, très très précis. Des choses qui fonctionnent en transparence, des plans différents. Enfin, là aussi, quand on est confronté à un tableau comme ça, on est obligé de faire un petit exercice et visuel et du coup un petit peu spatial et si je veux dire un peu intellectuel, quoi. Du coup, c'est pas les mêmes espaces auxquels on est confronté. Et du coup, enfin, il me semble que ça parle assez bien de, je sais pas, c'est un peu comme la rumeur du monde, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il y a des choses qui traînent par terre, il y a des images qui sont fabriquées, qui sont vraies, qui sont fausses, qui sont diffusées. Enfin, ça parle un peu de l'état du monde, au moins à peu près à cette époque-là. Or, depuis, quand même, le monde a tourné, ça fait presque 10 ans, pas tout à fait, et ton travail a beaucoup changé aussi, a pas mal évolué. Donc, on était venu te voir à Toulouse lors de l'exposition que tu présentais en 2018. Et déjà à ce moment-là, les choses avaient commencé à évoluer. Je me rappelle très bien du souvenir que j'ai de ces hybridations qui étaient les tableaux présentés entre des machines qui étaient plutôt des machines liées à la production automobile, cette fois, et des personnages un peu type cartoon, un peu type dessin animé, qui interféraient avec ces images, hein, et avec une espèce de chose à la fois très humoristique d'un côté, parce que l'univers du cartoon, on a l'impression que ça va nous faire rire, et en réalité, c'était pas si drôle que ça. C'était assez terrifiant, ça faisait peur un peu. Voilà, j'ai beaucoup pensé à ce fameux film, comment il s'appelait déjà ce film, qui mélangeait justement l'image photoréaliste et dessin animé, comme ça, qui mélangeait le truc entre les deux, qui a fait un grand succès. C'était un film Disney. Roger Rabbit, voilà. Très dans l'esprit de Roger Rabbit, mais avec une grande cruauté dans tout ce qu'on voyait. C'est-à-dire, finalement, on avait quand même des personnages qui avaient beau être élastiques, qui se faisaient à moitié embrochés par la mécanique, par tout ça, enfin voilà. Et puis il y avait, je me rappelle aussi très bien, dans cette exposition, il y avait des formats plus petits qui, eux, étaient faits à partir de signes, des consignes de sécurité qu'on trouve justement dans les usines, etc. Et qui étaient traités un peu comme qui faisaient penser évidemment à des logos d'une certaine époque, je parle du dessin et du graphisme, mais qui étaient aussi un peu anthropomorphisés. Enfin, c'était toujours des personnages, ou des lettres qui devenaient des personnages, ou des éléphants. Il y avait différents signes comme ça, qui étaient qui venaient des consignes de sécurité. Et puis donc le temps a passé, le temps a continué, et on a vu apparaître à partir de ces collages de
ces hybridations, j'ai envie de parler comme ça parce que il me semble que c'est le souvenir que j'en ai. Voilà. Après, on a vu finalement de plus en plus de personnages, de plus en plus de figures dans tes tableaux, et des figures qui ont pris de plus en plus de place, de plus en plus d'importance, puisque finalement, maintenant c'est presque plus que ça. Maintenant, c'est presque plus que ça. Il y a des personnages en très gros plan. Alors l'usine va revenir. L'usine va revenir. Ça oui. C'est intéressant, ça revient ensuite. Mais... Et donc là, les derniers tableaux que tu as présentés, c'était il y a maintenant peut-être 2 ans à Paris. On avait des personnages en très gros plan. En général dans des situations de sieste ou de repos, enfin allongés, et on voit avec la tête, éventuellement les épaules, éventuellement une main, mais bon, voilà, et confronté en fait, dans un décor naturel, avec des plantes, des arbres, mais une sorte de... moi j'y ai perçu en tout cas une sorte de tentative de montrer une fusion ou une communion entre la personne et l'environnement, enfin, et la nature, Est-ce que je me trompe? Ouais, non, un peu, mais pas totalement. Pas totalement. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en fait dans le travail, c'est que donc cette exposition de Toulouse, elle est importante parce que, en gros, les figures, les choses sont assez compartimentées et l'été. Et donc du coup, il s'agissait de couper une image pour dessiner dedans et en gros l'exposition de Toulouse, c'est figures un peu carnavalesques ou un peu monstrueuses, qui sont des proto-corps, quoi, des sortes de corps aussi un peu éclatés avec un œil. Par exemple, il y avait un tableau avec un gros œil en train de flotter dans l'espace de l'usine, comme un œil de surveillance. Ça commençait à se libérer en fait du côté cloisonné en fait. Et à partir de là, je me suis mis à réfléchir à comment, il y a eu toute l'histoire de cette exposition-là, et de comment réussir à peindre des corps un peu libérés de ces espaces en fait. Mais c'est pour ça que je dis que ça allait revenir pour les réintroduire. Parce que peut-être maintenant, il y a un tableau qui répond à ça. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, il faut. Moi, je fonctionne souvent comme ça. C'est-à-dire que je fais une chose et puis ensuite, je fais l'opposé. Et donc, du coup, par exemple, j'ai peint les usines de manière très photoréaliste. Et puis, à un moment, je commence à amener des gestes comme ça, partage, des gestes un peu spontanés. Et donc là, pareil, c'est un peu le même mouvement, c'est-à-dire que j'avais peint tous ces corps éclatés. D'un coup, je me suis dit que j'allais commencer à peindre des corps qui fusionnent, ces espèces de corps un peu, araignées, un peu, comme des vortex. Oui, c'est ça. Comme des vortex. Et du coup, je me suis dit aussi que l'espace le plus opposé de l'usine, ça va être, par exemple, une étendue naturelle. Donc du coup, je me suis dit aussi, c'est comme le dimanche de l'usine, quand j'ai commencé à peindre ça. C'est-à-dire c'est comme si les corps qui sont hyper comprimés et, à mon avis, quasiment irreprésentables dans la situation de l'usine, et quelque part, ils étaient représentables dans des espaces naturels. Et donc, du coup, c'est pour ça que, vraiment, comme le contre-champ, il y a des figures de la tête dans l'air, des figures couchées, des choses comme ça, qui sont venues dans le travail. Et qui étaient aussi comme des figures un peu libérées de cet espace de l'usine, mais en même temps seules. C'est ça, oui. En même temps, il y a une espèce les personnages, il y a une grande solitude dans tous les tableaux, en fait. Les personnages sont à chaque fois seuls, alors, dans leurs rêves, dans leur sommeil, dans leur détente, que sais-je, mais seuls. Et en gros plan, enfin, aussi, parce qu'ils sont très près de nous, spectateurs. Enfin, on partage une sorte d'intimité avec les personnages. On peut leur parler à l'oreille. Et du coup, oui, et du coup, c'est aussi quelque chose qui avait à voir pour moi avec là, pour le coup, il y avait la question de aussi quoi peindre aujourd'hui. Et quelque part, cet espace ces corps un peu sortis de l'usine et un peu livrés à eux-mêmes. Pour moi, ça parlait aussi de quelque chose du rapport, en tout cas du mien, à une société. Enfin, tu vois, il y a une question autour d'une nature aussi qui est un peu d'un
rapport un peu inquiet au paysage ou à la nature, tout simplement. Hein, oui, on va s'acheminer vers la fin gentiment. Moi, j'aimerais un instant quand même parler aussi de ton... On a parlé un petit peu de ton atelier à Pantin, mais il y a une autre chose que je trouve un peu caractéristique dans ce que tu fais, c'est que tu as fait pas mal de résidences. Tu es allé dans différents endroits, comme ça, passer un peu de temps, faire quelques dessins, quelques peintures, Chicago, c'était à Los Angeles, et puis après je prends en Hollande, parce que Philippe, un de mes collaborateurs, te suit sur Facebook, enfin bon voilà. Tu aimes en fait aussi ça, c'est-à-dire aller te confronter à d'autres environnements, parce que tu as envie d'y trouver peut-être de nouvelles idées, de nouvelles images, de nouvelles représentations. Bah, c'est vrai que oui, c'est simple, mais c'est vrai que par exemple l'espace, ces étendues, dans les peintures très récentes, je vous montrerai si vous voulez à la fin du moment de parole, les peintures avec ces corps un peu échoués dans des paysages, c'est vraiment apparu avec un voyage à Chicago. Donc une résidence d'artiste où bah voilà, c'est l'Illinois, c'est des grandes plaines à l'infini. C'est assez industriel comme ville Chicago, mais tout ça est posé au milieu d'une étendue indéterminée où on a l'impression que, comment dire, aussi une sorte de force divine avait jeté les humains à cet endroit-là, ils avaient fabriqué un truc, mais ils pouvaient le quitter du jour au lendemain, quoi. Et donc du coup, cette espèce d'image d'un paysage infini qui est plus grand que les activités des humains, pour parler de ça, des voyages, je pense que ça c'est, par exemple, ce truc de l'espace américain qui m'a donné envie de sortir de choses plus, comment dire, plus gothiques des intérieurs d'usine, quoi. Oui, d'accord. Et du coup, alors, cette logique de résidence, elle t'a donné aussi envie de candidater à la Casa Velázquez. Donc, tu es lauréat, c'est génial. Est-ce que tu pourrais nous parler du projet, parce que je le connais un peu, du projet que tu as proposé au ministère de la Culture, au fond, parce que c'est un truc pas si simple à passer. Donc, le projet que tu vas continuer à travailler pendant presque un an à Madrid. Ouais. Bah, du coup, c'est aussi un petit peu comme mon travail, un côté éclaté. C'est aussi l'occasion de réunir tous ces centres d'intérêt que j'ai essayé de vous exposer. En fait, il y a un an, j'ai fait un tableau de la boutique qui était juste en bas de chez moi, qui est une retoucherie. Donc qui retouche des vêtements, voilà. Et en fait, c'est un tableau qui, comment dire, où en fait c'est un espace de travail, un petit peu comme des taxiphones, il y a des machines à coudre, il y a des tables et tout ça, et il y a des gens en train de travailler dans le tableau et dans la boutique aussi. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est un espace qui m'intéresse, parce que c'est aussi rare de voir des espaces de travail manuel dans Paris aujourd'hui, ou même dans n'importe quelle ville. Voilà, les activités sont mises en périphérie, ou produites ailleurs, et tout ça. Du coup, ça faisait partie des métiers comme les coiffeurs, où on pouvait retrouver des corps en train de travailler, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit que je voulais en faire un tableau, mais il y a quelques années, j'aurais fait justement juste la représentation de l'espace. Et là, comme j'avais fait tous ces tableaux avec des corps étendus dans l'herbe et tout ça, quelque part, je savais un peu mieux comment représenter les corps, comment m'y prendre. Et donc, du coup, j'ai fait un tableau de cette boutique dont je suis content, en fait, parce qu'il est construit autour des corps. C'est-à-dire que plutôt que ce soit l'espace de la machine qui distribue la position des figures, comme c'était encore le cas à l'Expo de Toulouse. Là, du coup, c'est les figures qui distribuent l'espace autour. Et donc, très concrètement, ça veut dire que d'abord, j'ai commencé par dessiner des figures, et ensuite, j'ai commencé à dessiner l'espace qui les comprend. Et l'espace, du coup, n'est pas de nature photographique. Il y a du document photographique qui s'injecte dedans pour avoir les informations, l'agencement des choses, mais c'est profond. Enfin, c'est comme une peinture de la Renaissance, une peinture de Piero de la Francesca, c'est-à-dire qu'on comprend que les figures sont ce qui va construire la représentation.
Et donc voilà, tableau important pour moi. Et ma candidature à la Casa de Velázquez, elle est partie autour de ça, c'est-à-dire de représenter une ville, celle de Madrid, autour d'un certain nombre de métiers et de représenter ces métiers autour d'un certain nombre de figures, de corps, des attitudes. Et donc voilà, c'est ça le projet. C'est une histoire de Madrid à travers les gestes manuels en fait. Mais qui pourrait être l'histoire d'une autre ville. C'est vraiment l'histoire de la ville à travers la main. Voilà. Mais c'est intéressant parce que tu nous dises ça, parce que ce séjour il vient de commencer il y a quelques semaines. Enfin, voilà. Donc le projet est toujours. Toujours là, toujours en cours. Moi, j'ai hâte que je ne vais pas que l'année se passe, mais je serais content de voir le résultat. Voilà. Merci en tout cas de votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup.